vendredi 2 septembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum de la presse de Studio Kalangu que nous consacrons au décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord d'éducation au Niger où 890 établissements scolaires ont été fermés pour insécurité. C'est selon un rapport de l'UNICEF en date du 23 août 2022. Il sera ensuite question de la montée des eaux du fleuve Niger constatée depuis le début de la troisième décade du mois d'août suite aux fortes précipitations enregistrées dans les sous-bassins en amont du fleuve selon les experts. Nous terminerons avec la question du fonds d'aide à la presse 2019-2020 qui sera distribué aux médias très bientôt selon le secrétaire général du Conseil supérieur de la communication. Pour échanger sur ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio M. Elhaj Mahamadou Suleiman. Il est le directeur de publication du journal Niger Inter. Bonsoir Elhaj. Bonsoir. Maimouna Diado, journaliste indépendante, bonsoir. Bonsoir, Nafisa. Et Ousmane Sidikou Doumbia, journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue. Je suis Nafisa Adam Sirfo à la modération. Dans un rapport en date du 23 août 2022, l'UNICEF annonce que 890 établissements scolaires au Niger sont fermés pour cause d'insécurité. En tout, ce sont 835 établissements primaires et 55 écoles secondaires qui privent près de 72 000 élèves d'éducation, soit une hausse de 17,5% par rapport au mois de mai, indique l'institution. 4 régions sont concernées. Il s'agit de la région de Tillabéri, Tawa, Maradi et Difa. Alors je commence par vous, Elhaj Mohamed Suleiman du journal Niger Inter. Ces chiffres, quelle analyse vous suscite cette situation et les chiffres même annoncés par l'UNICEF, que vous suscitent réellement ces chiffres? Ces chiffres sont effrayants quand on voit la jeunesse. Les enfants qui ne vont pas à l'école, c'est presque environ 80 000 enfants qui ne vont pas à l'école, 890 écoles fermées, vous voyez ce que ça fait. Et selon donc, l'UNICEF aussi, la région de Tillabéri occupe justement plus de 80% de ces... il y a Tawa, Maradi et Difa qui sont également concernés. Tawa et Tillabéri et Tawa particulièrement étant donc un peu voisins de la frontière malienne, c'est l'effet justement donc de cette insécurité qui fait que véritablement c'est assez préoccupant. En plus des écoles, il y a les centres de santé. En fait, c'est la vie qui est en train d'être mise entre parenthèses, c'est-à-dire qu'on attend le retour à la situation normale. Effectivement, on le sait, dès qu'il n'y a pas de sécurité, ça engendre absolument rien n'est... Absolument. Mais franchement, c'est inquiétant lorsque, dans ce contexte, les enfants ne vont pas à l'école, donc c'est l'ignorance qui va justement les emporter et par conséquent c'est des éventuels on ne le souhaite pas. Donc lorsqu'on se rend compte que effectivement vous voulez dire que ce sera un frein au développement du pays? Absolument, je le pense. Ça c'est des conséquences véritablement qu'on va ressentir longtemps au niveau de notre pays. Déjà par exemple, vous savez, dans l'optique de l'IDH, l'éducation fait partie justement du poids qui tire vers le bas notre pays. Et effectivement, lorsque cette situation vient aggraver, parce que aussi même quand dans notre région, même à Maradi, c'est l'insécurité au niveau donc des frontières avec les États du Nigeria. À Difa également, c'est donc cette situation d'insécurité. En gros, c'est donc véritablement, cette situation va impacter notre développement socio-économique. Donc, espérons tout simplement que les autorités, en tout cas, puissent davantage prendre des mesures pour qu'on puisse véritablement freiner cette insécurité. Et là, vous voyez, jusqu'ici,
le débat, en tout cas la situation telle qu'elle se présente, on peut dire que véritablement, si on y prend garde, ça pourrait se dégrader parce que tout simplement, plus donc il n'y a pas de sécurité dans dans les villages, les gens ont tendance à déserter. Et vous voyez, ce n'est pas une question de col, parce qu'en termes de déploiement, lorsque les gens ne peuvent même pas produire, ils quittent les champs. Vous voyez, tout cela en fait combiné, c'est certain justement que la situation du pays prend un coup et ça va véritablement se ressentir pour longtemps, tant que la situation n'est pas maîtrisée, la situation de sécurité. On se souvient justement, à un moment, le ministre de l'Éducation nationale, quand ils ont fait justement cette situation, donc on se rappelle qu'effectivement, même au niveau de l'État, on ne peut pas faire du miracle. C'est-à-dire qu'ici, l'idéal, donc, c'est dire que en fait, la situation, les enfants vont rester justement dans cette situation tant qu'il n'y a pas le retour de la sécurité. Oui, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des alternatives que l'État peut prendre pour faire face? Ils ont fait des propositions maintenant de regroupement, en tout cas, il le faut absolument, donc dans la mesure du possible. Mais vous voyez, c'est très complexe. Là aussi, demande là où on va regrouper les enfants, il faut encore de la sécurité. Donc tout cela, en réalité, n'est pas rassurant. Parce que tout simplement, le mal absolu, la solution, j'allais dire, c'est justement venir à bout justement du terrorisme. Nous allons revenir vers vous, Elhadj Suleiman. Memouna, selon le rapport de l'UNICEF, la région de Tillabéri est la plus touchée par cette situation, avec plus de 800 écoles fermées. Selon vous, comment expliquer vraiment cette situation et quel impact même sur le système éducatif de cette région? Merci Nafisa. Comment expliquer cette situation? Bon, la situation pour d'abord Tillabéri, c'est parce que nous savons déjà Tillabéri était en avance déjà sur l'insécurité parce que c'est le nord Mali. Et quand le nord Mali, si le nord Mali est déstabilisé, ça ne peut qu'être répercuté sur la région de Tillabéri. Et la région de Tillabéri comptabilise le grand nombre, en tout cas, d'écoles fermées jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, comment est-ce qu'il faut peut-être analyser les choses? C'est que si l'on y prend garde, il y aura encore d'autres écoles qui seront fermées. Mais nous ne le souhaitons pas. Mais à l'allure où vont les choses, ça veut dire qu'il y a des villages aujourd'hui où ces populations n'ont ni accès au centre de santé, comme il a dit. Les villageois ont déserté complètement, complètement. Ils ont déserté les villages là pour se retrouver dans les centres urbains. Et moi, je pense que vraiment, il y a péril. L'État, c'est vrai, en train d'accompagner, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un plan B, il faut essayer d'analyser cette situation de Tillabéri, essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire, parce que c'est vrai, si les centres, si aujourd'hui ceux qui quittent les villages pour venir dans les centres urbains, il y a des écoles qui ont été renforcées, qui ont été construites pour pouvoir accueillir ces enfants. Mais est-ce qu'on pourra rester dans cette situation de désertion de ces villageois en provenance justement de ces centres urbains? Parce que là, il faut également regarder les centres urbains. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la capacité dans ces centres urbains-là d'accueillir tous ces enfants-là qui doivent aller à l'école? Parce que c'est une nécessité aussi. C'est un droit pour les enfants. C'est un droit et c'est une nécessité pour un pays. Voilà. Donc maintenant, je propose que peut-être d'essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire pour sécuriser ces villages-là qui sont aux alentours justement de cette frontière avec le Mali, pour pouvoir voir dans quelles conditions réhabiliter ces écoles-là. Puisqu'on parle de réhabilitation de ces écoles-là, on parle de l'éducation au Niger. Et nous savons que l'éducation, en tout cas, c'est ça qui prime. Et des enfants qui ne vont pas à l'école risqueraient de se reverser dans le banditisme et tout. Oui, certes, l'État a sa part de responsabilité. Qu'en est-il de la population? Mais la population a sa part de responsabilité aussi, mais est-ce que la population peut faire face à cette insécurité? Parce qu'on voit que c'est un peu... ça dépasse l'entendement. Cette insécurité dépasse l'entendement. Du moment où l'État aussi n'arrive pas
à régler cette situation d'insécurité. Ce n'est pas les pauvres populations qui peuvent régler cette situation. Ça ne peut pas être vraiment facile. Mais tout ce que nous souhaitons, c'est qu'on réfléchisse véritablement comment est-ce qu'il faut sauver l'école au niveau donc de ces régions qui sont touchées. Parce que là, nous sommes déjà en septembre et bientôt le 15 septembre, la reprise pour ce qui est des écoles secondaires. Et le primaire, ça sera en octobre. Mais déjà, il faut songer à ça. Il faut vraiment qu'on donne la possibilité à tous ces élèves, à tous ces enfants nigériens, la possibilité d'aller à l'école. Si on veut réduire le banditisme dans certaines localités du pays, il faut songer à ça. Sidikou Ousmane Doumbia, près de 72 000 élèves privés du droit à l'éducation, ça en dit beaucoup? Beaucoup plus que l'on ne l'imagine, madame. Ayez souvenance sur ce même studio, en son temps, quand le ministre a fait son point de presse relativement à ces écoles fermées. Quant aux solutions proposées, nous avions dit que c'était des solutions de courte durée, loin de nous de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais il va falloir vraiment que les autorités ou bien les spécialistes s'y penchent véritablement. Aujourd'hui, avec le pourcentage où Tillabéri, malheureusement, tient la part belle au nombre d'écoles fermées, moi je me dis que c'est une alerte. C'est une alerte au même titre que les autres régions, mais pour le cas spécifique de Tillabéri, c'est une alerte. Parce que le contexte sécuritaire, non seulement il est ce qu'il est, maintenant c'est bien beau de penser à regrouper, là je l'ai si bien dit, mais regrouper comment et quand. C'est-à-dire, tant que la sécurité n'est pas garantie, moi je ne vois pas comment on va penser à regrouper pour pouvoir permettre à ces enfants de bénéficier de leurs droits, d'un de leurs droits les plus fondamentaux. De la même manière que l'éducation est un droit, c'est un devoir pour l'État de trouver les mécanismes savants à travers lesquels non seulement on va sécuriser les enfants, on table beaucoup plus sur ces enfants-là qui deviennent oisifs. Moi, je pense à ces enseignants. Du coup, aujourd'hui, il n'y a pas que les élèves. Il faut bien qu'il y ait des enseignants pour enseigner ces élèves. Malheureusement, le bout du tunnel ne semble pas être pour bientôt, mais je pense que vraiment, ça doit alerter les uns et les autres. Vous l'avez si bien dit, incessamment, ça va être la rentrée à plusieurs niveaux. Déjà, nous sommes en saison pluvieuse. Quand on sait que ceux qui restent encore d'établissements dans la plupart des contrées sont habités par ceux dont leurs demeures ont été envahies par les eaux, moi, je pense que ça doit alerter les uns et les autres. Il faut, de prime abord et de facto, sécuriser, c'est-à-dire le lieu de regroupement de ces différents de ces différentes écoles fermées. Ensuite, vraiment leur garantir de bout en bout la sécurité. Sinon, les chiffres, vraiment, ils sont assez effarants et ça doit interpeller à plus d'un. Moi, je ne vais pas faire chapeauter la responsabilité entière à l'État. Moi, je pense que tous les acteurs, chacun a une partition à jouer et vraiment les gens se doivent de jouer leur partition pour sauver ceux qui peuvent encore l'être. Pour le moment, il cite 4 régions telles que Tillabéri, Tawa, Maradi et Difa. Donc il faudrait vraiment que l'État prenne vraiment des mesures pour lutter contre cette insécurité et garantir ce droit à l'éducation à tous ces enfants du Niger. Nous passons donc au deuxième sujet du forum de la presse de ce jour, alerte orange sur le fleuve Niger, suite à une soudaine montée des eaux au début de la 3e décade du mois d'août. Cette soudaine montée fait suite aux fortes pluviométries enregistrées dans les sous-bassins en amont du fleuve selon des experts. Et cette montée mérite une vigilance selon eux, explique Kone Sungalo, il est expert en modélisation à l'autorité du bassin du Niger. Je vous propose de l'écouter. Il faut dire que depuis le 25 août 2022, nous sommes au niveau de la station hydrométrique de Niamey, au seuil de l'alerte jaune. Cela signifie qu'il faut être vigilant. Depuis le 29 août 2022, nous avons franchi le seuil de l'alerte orange. Et pour nous, le seuil de l'alerte orange demande un peu plus de vigilance, surtout renforcer l'observation et aux autorités locales préparer déjà les sites d'accueil au cas où il y aurait des montées brusques de l'eau pour atteindre l'alerte rouge. Il faut dire que cette crue locale que nous observons en ce moment peut aller jusqu'en fin septembre, début octobre. La période critique, c'est actuellement, donc fin août,
et début septembre. C'est cette période-là qui est critique. Et à partir du mois de septembre, nous allons entrer dans la phase de la crue guinéenne qui, elle, est beaucoup plus maîtrisable. Vous venez là donc d'écouter Kone Sungalo, l'expert en modélisation à l'autorité du bassin du Niger sur cette montée du fleuve Niger qui est en alerte orange actuellement. Alors, du coup, quelle est votre réaction face à cette alerte des experts de l'ABN? Ma réaction est de plus inquiétante parce que, à entendre le spécialiste, la psychose, elle est là. On atteste les différents passages de l'alerte jaune, orange et tantôt, on risquerait de tendre vers le rouge, d'autant plus que les autorités locales, comme il l'a si bien dit, doivent vraiment, dès à présent, je pense, prendre le taureau par les cornes. Les digues qui ont l'habitude de céder, vraiment, c'est de vérifier leur réhabilitation. Je sais qu'à un moment donné, elles ont fait l'objet de réhabilitation. Il faudrait que les experts aillent pour constater de visu le sérieux si ça a été, parce qu'il ne faudrait pas faire pour faire. On en a eu l'expérience, on a vu pas mal de digues qui ont cédé avec les conséquences que l'on sait. Donc, il faudrait vraiment que les autorités là, locales s'y prennent. Il faut que les populations aussi, c'est-à-dire celles qui habitent les zones inondables, songent déjà à quitter les... C'est là où moi je ne comprends pas, parce que une fois on les a fait déguerpir, je pense que des sites même leur ont été réservés. Pour beaucoup, à tort à raison, ils ont même bradé les parcelles. Ce n'est pas une excuse. On peut bien comprendre l'attachement au milieu, mais là, c'est de leur vie qu'il s'agit. Leur vie en dépend. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas que ça soit, comme dirait l'autre, le médecin après la mort. Vraiment, il faut qu'elles sachent, ces populations, qu'elles ont tout intérêt à quitter ces zones inondables. L'expert l'a si bien dit. Donc, il ne faudrait pas que... Vigilance, oui. La vigilance doit être de mise. Moi, je pense que les autorités locales doivent vraiment cravacher dur, quitte à savoir comment s'y prendre pour que ces populations comprennent que vraiment le risque qu'elles encourent à continuer à rester dans ces zones inondables. Et j'interpelle au passage vraiment les autorités municipales à aller constater dès à présent les digues qui n'ont pas été réhabilitées et celles qui ont été réhabilitées, constater de visu si tout le sérieux a été mis pour la réalisation de cette digue. Parce que malheureusement, certaines digues n'arrivent même pas à être... Elles cèdent, Beaucoup ont cédé avec les conséquences que l'on a su. Il ne faudrait pas que les mêmes causes reproduisent les mêmes effets. Il faudrait fixer chacun devant ses responsabilités, comme de l'être comme ça, en cas de qu'est-ce qu'il y a, on saura qui interpeller et conséquemment sanctionner pour avoir fauté. Mais Mouna, comment vous accueillez cette alerte de l'ABN? Mais surtout à cette période où les inondations sont signalées. Mais c'est ça, c'est vraiment prendre ça au sérieux. Parce que c'est un expert qui parle, c'est pas n'importe qui. Donc lui, c'est son domaine. Il connaît, c'est pour ça qu'il est en train d'alerter la population. Donc alerter la population, comme l'a dit Sidikou, moi je ne comprends pas. Les populations, ils sont là, on leur demande de déguerpir, on leur donne des parcelles, ils n'arrivent pas. Ces populations reviennent à chaque fois sur les mêmes lieux. Mais mon sang, la vie humaine, elle est sacrée. C'est comme l'a dit Sidikou, se souvenir des années précédentes, oui, les dégâts qui ont c'est ça, été les causés, dégâts, les pertes en vies humaines. Et c'est ça, il faut revenir sur ça, il faut penser à cette situation-là. Et moi, je me dis qu'en fait, il faut maximiser la sensibilisation de ces populations. C'est vrai, d'autres vont dire qu'on en a beau fait, mais il ne faut pas baisser les bras. Continuer à sensibiliser et également faire en sorte que, comme l'a dit Sidikou, les digues réhabilitées doivent être également faire l'objet de contrôle et de suivi. Est-ce que le travail est bien fait? Si le travail est bien fait, c'est l'expert qui peut le dire. Maintenant, si ce n'est pas bien fait, que vous savez que ça peut céder, même pour une pluie qui vienne seulement, une seule nuit peut faire céder ça, donc dans ce cas, il faut prendre des mesures. Et là, je pense que c'est toute la population, l'État, et également la population, l'État, qui doivent s'y mettre. On ne devrait pas dire seulement que c'est l'État qui doit, en tout cas, prendre la responsabilité, elle est partagée ici. Parce que moi, quand je sais que ma maison, je suis à côté du fleuve, je suis à côté
un espace inondé, là, c'est à moi d'abord de prendre des mesures. Des mesures d'abord pour sauver ma vie et pour sauver la vie de certaines personnes qui sont avec moi. Mais quand je reste là-bas et que la pluie et les averses viennent me trouver à mon endroit, il y a inondation, c'est pas en ce moment qu'on va crier pour dire que l'État ne vient pas. Oui, l'État, nous sommes là, l'État ne veut pas nous aider, l'État. Non, 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 non. L'État a sa part de responsabilité comme la population a sa part de responsabilité. Il faut que chacun d'entre nous essaie de voir notre responsabilité. Il faut assumer les responsabilités à tous les niveaux. Et là, les maires doivent également s'y mettre. Parce que c'est ça. Oui. Il faut, vous savez déjà, nous avons 5 mairies et nous avons 5 entités. Ça veut dire que dans chaque entité, le maire est capable de savoir là où il y a et plus les communes qu'on connaît qui sont les plus touchées chaque année, notamment la commune 4, la commune 5. Mais il ne faut pas oublier également, il y a des communes où c'est des villages qui sont rattachés à ces communes-là, où il y a des inondations là-bas. Donc, je propose que chaque commune s'y mette pour aller voir, vérifier dans mon entité. Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois faire pour sécuriser ces populations-là? Qu'est-ce qu'il faut arranger comme digue ou quelque chose qui peut contenir en tout cas l'alerte qu'on vient d'entendre tout de suite. Mais il ne faut pas aussi attendre pour dire que non, peut-être que c'est la commune 4 qui est toujours affectée, la commune 5 qui est toujours affectée. Non, nous sommes dans un changement climatique. Ça peut être la commune 1, ça peut être la commune 2. Dans ce cas, il faut vraiment que ces maires aussi grouillent. Il faut donc prévenir d'éventuels débordements de ce fleuve, effectivement. Alors vous, El Hadj Mohamed Souleymane, comment vous percevez cette alerte de l'ABN? C'est à prendre au sérieux. Il se trouve que bien avant, puisque dès le départ de début de la campagne, la météo, en tout cas, a clairement annoncé que cette année va être humide. Donc, surtout le mois d'août, ils absolument. Ont que le et je pense en plus de cette alerte de la météo, le gouvernement a quand même cette fois-ci particulièrement communiqué à travers même les compagnies de téléphonie où il y a des messages d'alerte. La direction de la protection civile alerte constamment les gens. Ils ont clairement demandé aux gens, ceux qui sont dans des zones inondables, vraiment de se retirer, de ne pas prendre le risque. Et très malheureusement, c'est Dieu qui l'a dit, les gens sont attachés à leur terre souvent, il faut constater les dégâts. Et tout cela, vous voyez, en fait, cumulé avec les changements climatiques, parce qu'aujourd'hui, franchement, même les pays qui ont des moyens développés font face à des phénomènes, donc des catastrophes c'est le changement climatique. Absolument climatique. Et lorsque, effectivement, nous venons de parler d'autres priorités, la question d'éducation, les enfants qui ne vont pas à l'école. Lorsque dans un pays comme l'autre, où tout est prioritaire, on a donc ces situations, franchement, ça aggrave. J'ai suivi ce matin le bulletin de la protection civile, la date du 31, donc à la date d'hier, ils disent qu'il y a 121 000 personnes sinistrées, dont 12 972 maisons effondrées. Donc en plus de cette situation d'inondation, en fait, notre pays, tellement, en fait, on est fragile parce que aussi l'habitat ne s'y est pas à de grandes pluies. Donc, quand il y a de grandes pluies, vous voyez tout cela cumulé, c'est que il y a beaucoup de pertes de vies humaines, des animaux, donc des biens. Tout ça, c'est à gérer. C'est vraiment une question à prendre au sérieux. Il y a des mécanismes de gestion, donc, de prévention et de gestion des catastrophes, mais c'est une question de moyens. Est-ce qu'on a suffisamment de moyens? Et effectivement, on se souvient aussi. On se souvient également, le gouvernement avait appelé les bars chaque année, c'est devenu un rituel. On réunit les bars de fonds pour dire, bon voilà, on a un programme, voilà. On réunit un fonds tout à fait. Donc, vous voyez, en réalité, c'est chez nous, les pluies sont synonymes véritablement de catastrophes. Et cette année, véritablement, on le voit, nous sommes aujourd'hui le 1er septembre, il a plu, donc, et on pense que selon la météo, ça va aller peut-être jusqu'à... Absolument. Donc cela veut dire que véritablement, il faut prendre très au sérieux donc, cette alerte de l'ABN. Mais les personnes vulnérables, même les riverains, comment comprendre leur entêtement de rester vraiment sur les lieux
alors ce qu'il n'est pas devrait que quitter. ce n'est pas une question en réalité, ce que j'ai dit justement, c'est sont têtus, mais véritablement aussi, moi je peux dire que c'est peut-être le manque d'alternative. C'est-à-dire que même s'ils quittent, il n'y a pas une alternative, il n'y a pas en fait une situation meilleure qui est proposée. Parce que, donc, mais qu'est-ce que l'État peut leur proposer même? En plus aussi... Qu'est-ce que l'État peut leur proposer? Bon, quand on prend ici, par exemple, ici à Niamey, quand l'État a proposé souvent des terrains où les gens doivent aller, mais malheureusement, c'est devenu aussi un business où les pauvres personnes ne peuvent pas mettre en valeur les terrains, elles vont les brader. Finalement, c'est un truc à recommencement. Et mais justement, donc véritablement, je suis d'accord avec mes confrères, il faut que justement au niveau des mairies, qu'il y ait un peu plus de rigueur. Parce que simplement, en réalité, lorsque les gens ne sont pas conscientes, effectivement, que c'est leur vie qui est en danger, mais l'État, effectivement, doit vraiment prendre absolument. Et peut-être même pour leur empêcher de retourner sur les lieux, de retransformer peut-être les... Oui, effectivement. Des rizières, je ne sais pas. On n'a pas besoin d'en arriver là. Voilà, vous êtes sur des zones inondables. Donc, vraiment, on a prévu des sites à cet effet. Bon sang, c'est-à-dire, une fois, ce sont les mêmes causes qui sont en train de produire les mêmes effets. À l'État, moi je dis, il faut, même s'il y a lieu de les contraindre, c'est vrai, là j'en ai parlé que peut-être leur lieu de redéploiement ou bien de relogement, toutes les commodités n'y sont pas. Mais quand même, moi je pense que c'est bien. Mais c'est mieux que de rester exposé votre vie à chaque fois. Donc, moi je pense que s'il y a lieu même de mettre des FDS sécurisés, les empêcher de revenir. On ne peut pas mettre en fait, parce que déjà nous avons l'insécurité de l'autre côté. Mais s'il faut également déployer alors qu'on a besoin de l'autre côté, moi je pense que le mieux c'est de ratisser. C'est de ratisser. On regarde, on vous a donné les parcelles. Même si on ratisse, ils reviennent. Non, on essaie de ratisser et on essaie de faire un plan B avec l'endroit. Le plan B, vraiment de les contraindre vraiment à ne plus revenir dans ces zones inondables-là. Ils vont revenir. On espère bien que l'État puisse vraiment prendre ces mesures. Si on sait que vraiment ces communes de la ville de Niamey ont vécu des situations difficiles les années précédentes, effectivement des dégâts matériels, des pertes en vies humaines. Nous arrivons au dernier sujet du forum de la presse de ce jour. Le fonds d'aide à la presse à 2019-2020 est toujours en cours d'exécution, mais sera bientôt distribué aux médias bénéficiaires, a indiqué le secrétaire général du Conseil supérieur de la communication au studio Kalangou. Le non-respect du délai de transmission des besoins de certains médias au CSC explique le temps pris pour la distribution de ce fonds, ajoute-t-il. Pour rappel, ce fonds est destiné à la formation des journalistes et à l'acquisition des équipements pour les entreprises des médias. Je vous propose d'écouter le secrétaire général du CSC, Ousmane Garba. Après la répartition du fonds d'aide, le CSC a fait des correspondances pour envoyer au niveau des médias pour leur demander de spécifier leurs besoins. Les correspondances sont parties vers le 5 août 2021 et il a fallu en novembre pour que le dernier organe de presse puisse envoyer la liste de ses besoins. Vous voyez, 4 mois plus tard, ce qui a du coup freiné le processus. Parce qu'on a donné un délai de 2 semaines. Après ça, il y a tout un processus. Il y a plusieurs types de matériel qu'il faut acquérir. Donc aujourd'hui, les contrats ont été établis avec les fournisseurs et on espère que d'ici la fin du mois de septembre, que ces équipements-là seront attribués à tous les médias bénéficiaires. Quant aux formations, le CSC a lancé des avis, demandé aux journalistes de postuler. Il y a aussi des correspondances au niveau des médias pour leur demander de proposer un certain nombre de journalistes qui vont accéder à la formation. On vient d'écouter donc Ousmane Garba, le secrétaire général du Conseil supérieur de la communication, sur les raisons de la non-distribution de ce fonds à la date d'aujourd'hui. Mais Mouna, comme raison, c'est le non-respect du délai par certains médias de faire venir leurs besoins. Qu'est-ce qu'on doit comprendre vraiment de ces raisons avancées par le secrétaire général du CSC? C'est ce qu'il explique comme raison. Mais moi, je ne pense pas que ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison qu'on dise que c'est
ceux qui sont bénéficiaires, les médias bénéficiaires qui n'ont pas respecté le timing. Ils ont donné, il dit, selon lui, un délai de 2 semaines. Un délai de 2 semaines. Mais est-ce que dans un délai de 2 semaines, tu peux répertorier le matériel dont tu en as besoin? Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre ici, depuis qu'ils ont pris cette initiative, que le fonds soit indirect. Que le fonds soit indirect. Moi, je pense que c'est ça où les problèmes ont commencé. Je pense qu'une entreprise qui a besoin de fonds de roulement, est-ce que cette entreprise véritablement a besoin qu'on lui dicte sa conduite? Il faut être clair. Le fonds d'aide à la presse, on a dit bien à la presse. On n'a pas dit que c'est le CSC qui doit gérer, en tout cas ce fonds d'aide-là, et dicter la conduite à suivre à ces promoteurs. Donc, selon vous, il n'y avait pas vraiment besoin de transformer ce fonds, que ça soit en don de matériel, formation? Je vois pas, parce que c'est une subvention de l'État. C'est une subvention de l'État. On l'attribue à ces médias qu'ils font ce qu'ils en veulent. Voilà, qu'ils en fassent, parce que c'est toi qui connais le problème que tu as dans ton entreprise. Mais peut-être ils ont compris que le besoin de ces médias, ce sont les matériels, le renforcement de capacités. Mais est-ce que ça a changé? Ça a changé quelque chose depuis qu'ils ont pris ça? Cette initiative? À la date d'aujourd'hui, ça n'a rien changé parce ça a été modifié. Mais ça n'a rien changé. Parce que moi, j'ai besoin aujourd'hui, avec cet argent, peut-être pour payer mes créanciers, pour payer le salaire à mes agents. Aujourd'hui, les médias sont dans des difficultés. C'est des 7 mois sans salaire, c'est des 6 mois sans salaire. Et vous demandez à ces médias-là qui peuvent avoir le fonds d'aide à la presse pour pouvoir régler ces problèmes de situation d'abord de ces agents-là qui travaillent là-bas, qui sont en train d'accumuler des mois sans être rémunérés, que vous donnez, peut-être que j'ai besoin d'un problème, j'ai un problème de console, ceci, j'ai un problème. Mais est-ce que tous les médias ont des problèmes? Oui, c'est votre vision même de ce fonds d'aide à la presse, la manière dont il est distribué. Et bien, selon le secrétaire, ça sera bientôt distribué à ces médias bénéficiaires. Ça sera distribué. On a vu comment est-ce qu'il y a d'autres médias qui ont fait des demandes de véhicules, des demandes. Mais qu'est-ce qu'on les a servis? Peut-être que le montant ne suffit pas à payer et moi, je ne suis pas d'accord du fait qu'il faut d'abord postuler pour avoir le fonds d'aide à la presse. Le fonds d'aide à la presse, tout le monde devrait bénéficier de ce fonds d'aide à la presse quand même. C'est ça, en fait. Je reviendrai vers vous. Elhadj Souleymane, qu'est-ce que vous pensez, vous, d'ailleurs, de ce fonds d'aide à la presse? Franchement, je partage l'avis de Memouna, à savoir que le fait de changer de nature. Le fonds était direct. Le fonds d'aide à la presse était direct, où on doit remettre à chaque organe de presse qui lui revient. Parce que personne ne connaît ta maison, c'est presque toi. Maintenant, le CSC, ils ont modifié la loi pour faire ce qu'ils ont proposé. Et je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'engouement, même pour postuler. Parce que simplement, il n'y a pas beaucoup de motivation. Les gens ont des problèmes réels, mais on leur propose autre chose. Vous voyez, par exemple, la formation. Mais on leur donne la latitude de proposer leurs besoins. Mais, par exemple, ce que on a dit, ils vont te dire que non, le fonds de la presse n'est pas destiné au fonctionnement, on ne peut pas faire payer des salaires avec tout cela. Mais même en dehors de ces choses-là, chaque organe a ses difficultés. Vraiment, c'est-à-dire que l'idée, et je me souviens, lorsque la première année, en 2018, lorsque la mise en œuvre de cette loi, effectivement, la maison de la presse avait fait un communiqué pour véritablement dénoncer cette situation. Et nous pensons que véritablement, ce n'est pas un progrès. Une réforme doit se sentir vraiment comme un progrès. Mais en réalité, c'est pour nous une régression. Si on comprend, je suis bien placé pour dire qu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun grand changement que ce fonds d'aide à... C'est une régression parce que par le passé, quand c'était direct, vous avez... En fait, en vérité, c'est-à-dire que sur la base des préjugés, mais il y en a vraiment qui sont conscients qui veulent en faire des entreprises de presse. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous amuser lorsque vous avez l'opportunité d'avoir ces moyens. Vous allez équiper
votre organe, ce que les moyens à acheter, mais ce n'est pas à quelqu'un de vous l'imposer. Donc, par exemple, vous voyez, même dans ce que vous dites, là, ça fait de 2019 à aujourd'hui, nous sommes en 2022. Donc, vous voyez, non seulement ici, cette léthargie ne peut pas s'expliquer face à des gens qui ont des problèmes urgents à régler. Donc, moi, je pense que, véritablement, quand je vois ça, depuis que ça a commencé, donc, cette réforme, il n'y a pas beaucoup d'engouement pour postuler au niveau donc, des organes de presse. Même au niveau de la formation aussi, on ne voit pas justement le résultat de ces formations. Donc, il faut savoir s'arrêter. La réforme n'a pas amené, en tout cas, un plus par rapport aux pratiques. Par conséquent, c'est un débat. Je pense que les gens doivent se dire que non, ils ont osé franchement une réforme, mais qui n'a pas vraiment porté du tout de résultat. Elle a en fait détourné le fond de son objectif. Et je pense que de ce point de vue, il va falloir au niveau donc, des organisations refaire le débat, voir comment initier le retour au statu quo ante. Parce que tout simplement, on se rend compte que tel que le fonds est distribué, et franchement, ça n'a pas d'impact sur les organes. Vraiment, pour me résumer, moi, je dis en tout cas, sans embâche, que franchement, la réforme du fonds d'aide à la presse, ça n'a pas été un progrès. C'est du coup, oui, êtes-vous d'avis, selon vous, que ce fonds d'aide indirect n'a vraiment pas eu d'impact positif à la date d'aujourd'hui à ces organes de presse? C'est un fiasco sur toute la ligne, honnêtement parlant. Parce que avec cette réforme, comme Alhaj l'a dit, aucune plus-value n'est ressentie. Et cette réforme, je vous le dis, elle a été faite à dessein, parce que les gens étaient mus par des desseins inavoués. La preuve, prenons le cas des formations dont ils disent. Je vous assure, une liste à circuler, madame. Oui, des gens qui vont être formés, des soi-disant bénéficiaires de la liste qui vont être formés. Quand vous allez voir des noms, vous allez tomber des nues. C'est vous dire que toute la mafia qui entoure cette histoire de formation-là, est-ce que quelqu'un d'autre peut savoir dans votre maison là où c'est là où est connue, donc elle est connue de tous cette situation. Mais on dit le temps est meilleur juge, le temps est le tribunal de l'État. Et je vous assure, tôt ou tard les gens vont se rendre compte sur pourquoi cette réforme là a été introduite. Parce que initialement, quand ces destinés ont donné ça, c'était direct. Au moins, aussitôt après l'acquisition de ce fonds là, il vous arrive de voir des organes se sont dotés, ne serait-ce que du matériel la dotation en matériel. La modification de l'attribution de ce fonds d'aide n'a pas été faite comme ça. Peut-être c'est sur une base, oui. Laquelle des bases, madame? Et la preuve, les collègues l'ont si bien dit. Aujourd'hui, honnêtement parlant, s'il y a lieu d'évaluer cette réforme-là, aucune plus-value. Je vous prends au pif le cas spécifique de la formation des hommes des médias. Et je vous dis, et je vous le redis, uniquement au regard de cette formation, je vous assure qu'il y a des noms, quand vous allez voir la liste, des gens dont on dit à travers les différentes filières qui vont être enseignées à l'EPTIC. Qu'est-ce que vous recommandez donc au CSC qui gère ce fonds? Est-ce que de revenir à l'ancien ordre? Quelqu'un d'autre ne peut pas venir quand même, aujourd'hui quand même, tous les organes ont à quelques géométries variables, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Donc comment on va me dire que non, ils ont demandé le matériel, le fournisseur. Arrêtons vraiment bas la terre. Moi je pense qu'il est grand temps que l'instance de régulation se ressaisisse. Parce qu'à la limite, vraiment cette réforme, elle a montré ses limites et c'est pour ça que je dis c'est un fiasco. Mais les promoteurs l'ont décrié depuis. Les promoteurs ne sont pas d'accord avec cette situation. Oui, la modification de ce... Tout le monde, même les médias, même les journalistes qui travaillent dedans ne sont pas concernés. C'est ça que Sidikou veut te faire comprendre. Les vrais concernés, ce ne sont pas les vrais concernés qu'on envoie sur le terrain de formation. Donc dans ce cas, moi je ne vois pas l'intérêt. De cette réforme. Parce que si cette année je postule, par exemple, mon organe postule. J'ai un fonds qui doit m'appartenir. On me demande de citer mes besoins. Je cite mes besoins. L'année prochaine, je reviens encore. Donc, je vais encore citer les mêmes besoins ou qu'est-ce que je vais faire avec?
Parce que si chaque année, je dois changer le matériel, je dois acheter le matériel, mais bon sang, je ferai quoi avec tout ça? Je ferai avec quoi avec tout ça? Parce que si je dois, normalement, on doit me mettre à la disposition de ces fonds, je saurai comment est-ce que je dois m'y prendre avec ce fonds. Mais malgré toute cette situation, qu'est-ce que vous proposez ou bien appel aux différents médias bénéficiaires pour faire un bon usage de ce... Mais faire un bon usage. Toi, quand le fonds qui n'est pas direct. C'est ce que je disais. Bon, ce n'est pas direct. Comment est-ce que nous, on peut dire... Les matériels, on peut tirer bénéfice des différents matériels. Est-ce que le matériel qu'on va donner, c'est le matériel de qualité? Est-ce que c'est des matériels de qualité? Sur le terrain, est-ce que c'est vérifié que ce ne sont pas des matériels de qualité? J'ai dit, est-ce que c'est des matériels de qualité? Parce que nous, on ne peut pas dire que c'est des matériels de qualité. Il y a un exemple, par exemple. Voilà. Quelqu'un devrait avoir un climatiseur. Selon nos informations, on a amené un vieux... truc, donc par conséquent, faisant attention. Oui, mais moi, je reviens sur un élément, les critères. Sur les critères de distribution du fondement aussi, on se rend compte que pour faire bénéficier le maximum d'organes, ces critères-là sont très vraiment exigeants. C'est exigeant, c'est très exigeant, et je pense que le but de la philosophie du monde à la presse, c'est de permettre qu'il y ait vraiment un peu de presse. Un moyen d'accompagnement, oui, absolument, vraiment, pour parce ces qu'en médias. réalité, notre presse est très précaire parce que l'économie, la publicité, fondamentalement, et aussi la vente de produits. Mais quand vous regardez, essentiellement, la publicité, dans tous les cas, c'est un litige qui est là. Jusqu'à présent, on attend la loi sur la publicité. La presse n'a pas accès à la publicité. Voilà pourquoi, en réalité, la situation de la presse nationale de précarité fait que cela a un coût sur la qualité. On n'a pas dans ce pays, en tout cas, d'entreprise de presse, parce que simplement, on n'est pas en train d'entretenir, parce que véritablement, quand je vois déjà, quand on voit le fonds par rapport aux besoins de la presse nationale, ce fonds, il est insignifiant. Il est insignifiant. Donc, comment, en fait, vous voyez, nous sommes dans ce cadre de démocratie, pendant les 30 ans et quelques là, en tout cas, on ne songe pas véritablement à faire à aider la presse en voie des entreprises. Et ça, c'est un problème réel. Madame, ce que je dis, moi, à l'ancien système, je ne dis pas que tout était parfait. Il y avait quelques petits impairs. Mais quand même, à l'ancien système, tous ici, autant que nous sommes, nous étions sur le terrain. Dès l'acquisition de ce fonds-là, il arrive de voir certains organes se sont dotés, soit de véhicules, de nouvelles caméras, des consoles. Bref, c'était visible, c'était palpable. Donc, tout le contraire de ça, sur le fonds direct. Le fonds direct, là, il faut l'unanimité. Et il faut rehausser l'enveloppe. On l'espère bien, on le souhaite bien. Et donc, c'est ici que prend fin le forum de la presse de ce vendredi 2 septembre 2022. Nous étions en compagnie de Mme Memoune Diado, elle est journaliste indépendante, El Haj Mahamadou Suleiman, directeur de publication du journal Niger Inter, et Ousmane Sidi Koudumbia, journaliste indépendant. Merci, chers invités, d'être venus, et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en 5 langues suivi de tous à la FADA. Et les samedis et dimanches à partir de 18h15, les forums en langue Hausa et Zarma. La technique est assurée par Amina Hassan et la régie vidéo Seyni Saka. Je suis Nefissa Adam Sirfa à la modération. Très bon week-end à tous.